encore une fois, cette année, ce ne sera que de l'effort fiscal et il n'y aura pas d'effort sur la dépense. Si ça bouge, je le taxe. Si ça bouge plus, je le subventionne. Quand Bayrou a pris la relève et a dû proposer un budget de compromis, du 2/3 d'effort sur la dépense publique, il restait exactement 0. Aujourd'hui, je reçois un invité qui a un regard affûté sur les finances publiques et sur l'économie de manière générale, Olivier Landrevie. Donc Olivier, il a occupé des postes de direction dans des grandes institutions financières de premier plan comme la BRED, Banque Populaire, ou CAFPI, un des leaders du courtage immobilier, dont il a été président. Désormais, il est entrepreneur, fondateur de moneysmart.fr, un média indépendant qui décrypte l'actualité économique pour pas que tu n'aies à le faire toi-même. Il est également enseignant à HEC, donc il sait manier la pédagogie. Et avec lui, on va s'attaquer à un sujet brûlant. Ce sujet, c'est celui de l'état des finances publiques en France. Et surtout, on va éclaircir un chiffre qui est devenu l'arme fatale de certains discours politiques. C'est ces fameuses 211 milliards d'aides aux entreprises. Ce chiffre, on l'entend circuler sur les plateaux TV. Il est souvent mis comme étant la source du déficit français. Sauf que ce chiffre, il est largement mal interprété. Et dans cet épisode, on va décortiquer ce montant. On va comprendre d'où il vient, ce qu'il recouvre réellement et en quoi il est utilisé à tort pour expliquer cette source du déficit français. Et comme toujours dans Décomplexe, ce qu'on apporte, c'est de la clarté, de la nuance, pour que tu puisses toi-même te faire ton propre avis. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Je suis vraiment ravi de t'accueillir pour continuer ce voyage dans les finances publiques. C'est un monde que je découvre. De plus en plus, je m'éclaire, notamment par tes posts LinkedIn. Merci pour tout ce que tu fais pour contribuer à ça. Il est, à mon sens, nécessaire que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, particulièrement dans les temps fiscaux troubles qu'on vit actuellement. On enregistre là, on est mi-novembre. Les débats font rage à l'Assemblée nationale autour de la loi finance. Je voudrais juste mettre une petite mise en contexte sur de quoi on parle. Les finances publiques, si je prends l'année 2024, le déficit public, c'est 5,8% du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que d'un côté, on a des dépenses publiques de 1670 milliards. De l'autre côté, des recettes, 1500 milliards. Le déficit, 170 milliards, 5,8% du PIB. Ce déficit, on a la sensation qu'il est incontrôlable. Quel constat on peut faire de ça ? Alors, tu as prononcé le chiffre qu'on connaît tous, 5,8% du PIB. Une autre façon de le regarder, qui est peut-être plus pertinente, c'est un écart de 10% finalement entre les recettes, principalement les taxes, les impôts, et ce qu'on dépense. Tous les ans, on dépense 10% de plus que ce qui rentre dans les caisses. Voilà. Donc c'est quand même un écart important. Et on est au stade où il faut se pencher là-dessus et commencer à chercher des solutions. Évidemment, on peut chercher des deux côtés, aussi bien côté recettes que dépenses, mais je vais faire un tout petit commentaire politique d'ouverture. On a quand même eu une séquence intéressante depuis la dissolution, puisque en septembre de l'an dernier, on avait eu Monsieur Barnier qui avait ouvert le débat budgétaire en disant « Je vais demander un tiers d'effort fiscal aux Français et 2/3 seront de l'effort sur la dépense publique. » Dans les semaines qui ont suivi, on s'est aperçu que les chiffres n'étaient pas tout à fait ceux-là, parce que nos gouvernants ont l'habitude de se référer, notamment quand ils parlent de baisse de la dépense publique, en fait, ils ne se réfèrent pas à l'année précédente ou à l'année en cours, ils se réfèrent à ce qu'on appelle le scénario contrefactuel construit par Bercy, c'est-à-dire à quoi ressemblera l'année prochaine permet de pas comprendre grand-chose, si on ne touche à rien. Bon. Donc on ne se réfère pas pour justifier d'une baisse ou d'une hausse, on ne se réfère pas sur le passé, ce qui a été comptabilisé, on se réfère sur un scénario fait par des prévisionnistes. C'est ça, en gros. Okay. Voilà, quelques mois plus tard, donc on sait ce qu'il est advenu de ce pauvre Monsieur Barnier, donc qui n'a pas vu la fin de l'année, qui n'a pas passé l'hiver, comme on dit. Et puis, quelques semaines plus tard, quand Bayrou a pris la relève et a dû proposer un budget de compromis, eh bien, du 2/3 d'effort sur la dépense publique, il restait exactement 0. Donc, le budget officiel 2025 en France, c'est 0 effort sur la dépense publique, 100% d'effort sur la fiscalité. Et c'est le constat qu'on peut avoir. Et cet automne,
on remet ça, mais là, c'est un peu plus direct. C'est-à-dire que dès la première copie qui est proposée par Sébastien Lecornu, alors pour sa défense, il n'a pas eu beaucoup de temps pour la préparer non plus, c'est 100% d'effort fiscal. Mmh. Alors lui aussi a quand même tenté le coup de dire non, non, il y a bien de la réduction de dépenses publiques. En réalité, pas du tout. Dans sa première copie, la dépense publique augmente de 1,7%. 1,7%, c'est plus que l'inflation. Mmh. Et c'est presque autant que la croissance de PIB. Donc, une fois qu'on corrige de l'inflation, c'est presque autant que la croissance de PIB qu'il annonce lui-même pour 2026 et qui, au passage, est jugé sans doute trop optimiste Mmh. par le Haut Conseil des finances publiques. C'est ce qu'on Donc on peut, n'aura pas, et tout ça avant les amendements, le travail de charcutage de cette loi de finances par nos chers parlementaires. on Donc en reparlera voilà. de cette, Donc une chose est sûre, c'est, encore une fois, cette année, ce ne sera que que de l'effort fiscal, et il n'y aura pas d'effort sur la dépense publique. c'est le constat parce qu'aujourd'hui, en fait, un déficit, c'est la différence, c'est assez simple en fait, hein, c'est la différence entre ce qui rentre, ce qui sort, entre des recettes et des dépenses. Ce qu'on constate quand on suit le débat, parlementaire, c'est qu'il n'y a qu'un seul sujet central, c'est celui de comment on augmente les recettes. Traduction, comment est-ce qu'on augmente les impôts, les prélèvements obligatoires? Il Absolument. n'y a jamais aucun sujet sur la baisse, Quasiment aucun. quasiment pas. Quasiment aucun. Quand il y a de modestes baisses qui sont proposées, par exemple sur le budget de la sécurité sociale, ce sont des baisses de prestations versées aux Français. Mmh. Ce n'est jamais un travail d'économie sur le fonctionnement de l'État lui-même, Mmh. qui ne se remet jamais en question dans son fonctionnement. Quand on voit cette logique de déficit et qu'on parle du 5,8%, tu nous as partagé un graphique qui, je pense, est d'autant plus intéressant, c'est de voir l'évolution en fait de ce déficit et donc l'évolution, on va l'afficher à l'écran là, l'évolution des dépenses et l'évolution des recettes. Ouais. Et ce qu'on constate, c'est que les dépenses ne font que croître année après année et dans le temps, je veux dire, sur le graphique, c'est parlant. Les recettes ont plutôt tendance à stagner. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a un problème de dépenses? Est-ce qu'on a un problème de recettes? Ou où est le problème? Alors, pour répondre à cette question, bon, d'abord, on peut effectivement regarder le sujet dans le temps. Et ce qui frappe effectivement, c'est le trend à l'infini de croissance de la dépense publique. Donc ça, pour moi, ça semble plutôt indiquer que la solution doit être cherchée côté dépenses que côté recettes, qui sont stabilisées en pourcentage du PIB, hein, qui sont relativement stabilisées depuis la fin des années 90, on va dire. Ouais. Ensuite, il y a une autre façon de regarder le sujet, c'est de chercher à se comparer sur le plan international. Le Regarder benchmark, chercher des référentiels de nos voisins. Au niveau des pays développés, évidemment. On ne va pas aller chercher Cuba. Voilà. Et là, ce qui est assez frappant, c'est qu'on est double recordman, alors ex aequo, à chaque fois, ou quasi ex aequo. Donc sur les prélèvements obligatoires, on se dispute la première place avec le Danemark. Alors, une année, c'est nous, une année, c'est eux, etc. Là, on vient d'avoir les chiffres de 2024, on a retrouvé la deuxième place. Donc, prélèvements obligatoires sont toutes les recettes, impôts, taxes. Les impôts, les taxes ramenés au PIB. Mmh. Ce qui représente l'essentiel des recettes de l'État. Et puis, sur l'autre indicateur, dépenses. donc les dépenses, là, on est premier ex aequo, ou juste derrière la Finlande. Et donc, quand on est déjà au top, si on peut exprimer ça comme ça, Ouais. des deux côtés, On voit que la marge de manœuvre, elle est on se dit que argumenter que c'est en allant encore plus loin dans l'extrémité de niveau élevé de dépenses et de recettes qu'on va sortir de la difficulté dans laquelle on est, ça me paraît quand même pour le moins osé. Voilà. Alors après, je dis ça avec nuance, hein, je ne suis pas non plus en train de soutenir que il faut aller vers des niveaux de dépenses publiques au ras des pâquerettes comme on peut avoir dans certains pays où le modèle social est très différent du nôtre. Ce n'est pas ce que je dis. Mais à un moment donné, quand on s'écarte trop de la grande masse des pays développés et qu'on n'est pas capable d'équilibrer nos budgets, il faut quand même se poser des questions. Et justement, on entend souvent parler, donc ce constat de dépenses, on comprend bien effectivement comment être double champion
1er sur les dépenses, 1er sur les recettes. Bon, il y a forcément une marge de manœuvre à aller chercher. A priori, elle va être du côté des dépenses. Mais si on reste sur les recettes, avec cette volonté quand même très politique, parlementaire actuellement, d'appuyer encore plus sur la pression fiscale et donc d'aller chercher encore plus des recettes, il y a un concept dont on entend souvent parler qui est la courbe de Laffer. Est-ce Ah que oui. tu peux nous expliquer ça? Mmh. Alors c'est un concept à manipuler avec prudence. Mmh. Bon d'abord pour donner le contexte, l'affaire était un lobbyiste, hein, n'était pas c'est pas un profil académique, qui a Ouais. fait de la recherche et cetera. Aucune étude à ma connaissance n'a jamais, démontré, l'existence absolue du fameux point, Mmh. qui Donc la courbe constitue de le l'affaire, le c'est effectivement le une haut de la courbe un courbe de peu en l'affaire. en Mais cloche. mais cela étant, bon, ça reste du bon sens économique que à Ouais. peu près n'importe qui peut comprendre et en réalité d'ailleurs, c'est l'application d'un autre principe qui a été théorisé, dès le XVIIIe siècle en France par Turgot, qui est le rendement marginal décroissant, Oui, du capital. oui. Bon, c'est le même principe. Alors, au départ, c'était sur l'agriculture, c'était pour dire plus on investit, pour augmenter la productivité d'un champ, plus, chaque nouvel euro investi, va rapporter un peu moins que le précédent. À un Ouais. moment Mmh. donné, Ouais, on n'y ouais. arrive plus. Bon, bah, l'impôt, c'est à peu près la même chose et si on va trop loin, bah, ça finit même par retomber parce qu'il y a des comportements Mmh. d'évitement de l'impôt. Personne n'aime payer Donc des la impôts. traduction, c'est Mais plus on mais a tendance à augmenter les impôts, plus on a tendance à baisser, en fait, les recettes fiscales. voilà, ce qui peut être contre-intuitif. Ouais. C'est-à-dire, il arrive un point où si on augmente le taux de l'impôt, on va en fait diminuer les recettes. Bon. Mmh. Alors, en réalité, quand on étudie le sujet de près, c'est un sujet qui mérite d'être regardé, nature d'impôt par nature d'impôt. Pas globalement, en fait, hein. Globalement, ça ne veut rien dire. Il n'y a Ouais. pas un point de comment dire? De pression fiscale sur PIB, Ouais, au-dessus bien sûr. duquel, de façon universelle, dans tous les pays du monde, on se met à faire décroître les recettes. Ça, c'est faux. Il y a, par exemple, on va commencer par là, des impôts qui sont quasi insensibles à la courbe de l'affaire. Typiquement la TVA. Mmh. La TVA, elle est, bon, théoriquement à 20 aujourd'hui. Si on la passe demain à 22, on fait rentrer des recettes, quasiment 1 pour 1 par Mmh. rapport Mmh. à la hausse du taux. Parce que, ben, la TVA touche, voilà, tout ce qu'on consomme, donc on ne va pas s'arrêter de consommer, pour essayer de payer moins de TVA. Mmh. Mmh. Heu, Ensuite, il y a des impôts sur lesquels c'est plus subtil. Par exemple, si on prend l'impôt sur le revenu, quand vous augmentez de façon franche, on va dire les dernières tranches de l'impôt sur le revenu, Mmh. un peu comme, François Hollande avait tenté de le faire en 2014 et puis, 2012 Mmh. et puis ensuite avait fait marche arrière à cause du Conseil constitutionnel. Vous voyez que les salariés, au sens classique, en grande entreprise, sont quasi insensibles. Mmh. Mmh. Ils vont pas s'arrêter de travailler, ils vont pas aller voir leur boss, le lendemain de l'annonce de Mmh. la hausse du taux d'impôt pour dire, «Je veux passer à 4 jours par Mmh. semaine Mmh. parce que, Ils je veux seront pas être sur la mécontents, dernière mais ils vont tranche». Ils continuer et sont ils pas vont payer. contents, mais voilà, l'État encaisse quand même. Ouais. En revanche, on voit que les libéraux, les indépendants et cetera, eux, ont une forte sensibilité à la tranche marginale du taux d'impôt. Quand on Mmh. l'augmente, ils lèvent le pied. Mmh. Voilà. Voire, ils partent, parce que Mmh. c'est ça le risque aussi, hein, Mmh. qui Bien sûr, quittent le territoire. bien sûr. On entend Heu souvent parler en ce moment, hein, et je termine par ça, le type d'impôt qui est le plus sensible à la courbe de l'affaire, où on atteint le point haut, le plus vite, ça va être les impôts, sur les sociétés ou les impôts, sur le patrimoine, pour les très hauts patrimoines qui sont très mobiles à l'international, c'est ouais. vrai aussi. Mmh. On l'a vu d'ailleurs, je reviens sur l'impôt sur les sociétés, on l'a vu quand, Emmanuel Macron, en 2017, augmente le taux de l'impôt réduit le taux de Réduire. l'impôt sur les sociétés, donc il passe de 33 à 25. Mmh. Enfin, progressivement sur Progressivement, ouais. plusieurs années, mais les rentrées fiscales de l'impôt sur les sociétés ont progressé, alors que le taux, diminuait. Voilà. OK. Donc voilà, on sait que ça existe, sur certains types d'impôts, Mmh. ou, en particulier quand il y a une concurrence internationale, voilà et pardon, une dernière chose sur l'impôt sur les sociétés. Mmh. On vit pas en économie fermée, on vit au sein de l'Union européenne. C'est pour ça qu'aussi les benchmarks sont importants, hein, c'est sûr, hein. Quand on peut faire, quand 1 une heure et demie d'avion ouais, et qu'on a un quand taux une d'IS, multinationale américaine décide de s'implanter en Europe,
elle va choisir une seule base pour mettre son siège. Mmh. Elle a le choix entre l'Irlande qui taxe les sociétés à 12,5 et la France qui maintenant les taxe à 35 en taux marginal depuis l'an dernier, enfin depuis cette année, Pour les grands groupes, hein. pour les grands groupes. Mmh. Plus les différentiels de charges sociales, et cetera, et cetera. Bon, le compte est Le compte est est vite fait, vite donc fait. Mmh. voilà. Donc ça, on comprend bien en t'écoutant, aujourd'hui 100 du débat économique sur les finances publiques concerne vraiment les recettes. Sauf qu'on se rend compte que la marge de manœuvre, en t'écoutant, elle est quand même très, très légère. Qu'en est-il des dépenses? Qu'en est-il de ce sujet des dépenses? Pourquoi on ne veut pas le voir? Pourquoi c'est si tabou? Hein, on va afficher à l'écran, c'est quoi 1 000 € de dépenses publiques pour qu'on Ah, se rende compte? Ou est-ce c'est que ouais. ça circule tout ça? C'est un schéma qu'on a refait, mais qui est publié, notamment qui est publié par le gouvernement, Ouais, c'est chaque Bercy année, qui hein. fait ça, C'est ouais, ouais. Bercy qui fait Mmh. ça, hein, voilà, il dit: «Comment est alloué 1 000 € de dépenses publiques?» Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Oui, bon, moi, c'est une infographie qui me fait un peu sourire tous les ans, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, c'est une vision, en base 1000, enfin en base 100, en base 1000. Mmh. Donc ça ne dit rien de, est-ce que globalement la dépense est trop élevée ou trop basse? Mmh. Ne nous apprend Mmh. absolument rien là-dessus. Ensuite, c'est une vision statique, on voit juste, la Oui, dernière oui. année, on ne sait pas si c'est en progression globalement. Enfin, on a montré tout à l'heure, que c'était, en progression très régulière, mais on ne le voit pas quand on regarde les choses en base 1000. Hem, Ça ne donne pas non plus d'indication de comment on se situe par rapport, aux autres pays avec lesquels on est en concurrence économique. Mmh. Et puis enfin, pour ceux qui suivent ta chaîne, ils se rappelleront, depuis, l'épisode que tu as fait avec, Jean-Pascal Beaufret, Mmh. que ces chiffres sont assez largement faussés par les artifices de comptabilisation des cotisations retraite de l'employeur public, Mmh. donc de la fonction publique et des régimes spéciaux, qui font retomber ces surcotisations en pluie fine dans les budgets des ministères. Mmh. Mmh. Donc Parce on qu'on ne le pourrait se voit pas dire comme ça. on se dit, en regardant cette infographie, que sur 1000 on dépense, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais X, pour, l'éducation nationale. Mais ce qu'on voit pas, Ouais, c'est qu'il y a, 88 €. d'accord, mais ce que ça ne dit pas, c'est que sur ces 88 €, il y a 20 ou 25, j'ai plus le chiffre exact en tête, qui en fait, part dans le tonneau des Danaïdes de Mmh. la retraite par Le répartition, chiffre justement que communiquait Jean-Pascal Beaufret dans l'épisode, c'est sur à peu près 80 milliards de budget de l'éducation nationale, il y a à peu près 20 milliards voilà, c'est ça, de c'est ce que j'avais en tête. surcotisations, qui C'est sont ça, et donc donc des dépenses 25. non productives et Voilà. qui viennent là pour équilibrer le Et qui système de sont retraite, qui des sont des fonctionnaires. dépenses du passé, en fait. Ouais. C'est-à-dire que dans n'importe quelle entreprise, qui aurait créé elle-même un système de répartition de ce type pour ses salariés, Mmh. c'est une charge qui aurait été provisionnée. Ouais. Puisqu'en fait, ce qu'on prend sur le salaire des actifs en ce moment, c'est pour payer, les retraites de ceux qui sont Mmh. voilà, qui ne travaillent plus, quoi. Mmh. Donc ça On n'est aurait pas dû là être pour refaire le provisionné. match. Bref. Donc Il y a il y a il y aura l'épisode, mais l'épisode de quand on met donc Jean-Pascal, mais quand on met toutes bout à bout, ouais. ces réserves, mises bout à bout font que moi, franchement, cette infographie, je sais pas quoi en faire. Elle ne m'apprend rien. Mmh. Si, elle m'indique simplement, et ça c'est plus de l'ordre du bon sens ou de l'intuition, que le pavé de gauche, on va dire de la dépense sociale au sens large, donc santé, retraite, autres prestations sociales, est tellement important globalement que, on ne il est illusoire de croire qu'on peut, réduire le gap de 10 entre les dépenses et les recettes qu'on évoquait en Mmh. ouverture, en passant sous le tapis, cette question de la dépense sociale. Je suis pas en train de dire que c'est le seul sujet qu'il faut travailler, hein, Mmh. à l'exclusion de l'autre, Mmh. mais on ne pourra pas en faire l'économie. Oui, parce que ce qu'on voit et en tout cas l'information que nous donne le graphique, c'est que la protection sociale, c'est 56 C'est ça, 561 plus de la € moitié. des 1 000 Mmh. €. Donc il y a probablement à ouvrir le capot de ce sujet-là pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour Et réduire les dépenses. c'est l'intuition qu'on peut avoir, ouais. Oui, et je pense qu'elle peut être largement partagée quand on regarde le graphique. Maintenant, j'aimerais vraiment ouvrir ce sujet des fameux 211 milliards qu'on voit circuler de manière régulière par certains discours politiques un petit peu ambiants,
que la source du déficit, la source du mal français, du problème des finances publiques en France, c'est ces fameux cadeaux aux entreprises. C'est 211 milliards d'aides aux entreprises. J'aimerais qu'on rentre dans ce sujet-là, Mmh. qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces 211 milliards et on va se rendre compte qu'il y a certains points quand même de comptabilisation qui sont un petit peu absurdes. Alors si tu avais un peu plus de cheveux, Guillaume, je te dirais que ça va J'en avais, décoiffer, hein, ça j'en va avais avant. décoiffer, mais bon, voilà. Avant de m'attarder sur les finances publiques, j'en avais. Donc ce chiffre de 211 milliards, il est issu, d'un gros rapport, du Sénat, qui a été publié il y a quelques mois, qui fait, plusieurs centaines de pages. Et de toute évidence, les politiciens qui, assènent ce chiffre, à longueur de journée, n'ont pas pris le temps de lire ce rapport. Mmh. Ou alors ils sont d'une mauvaise foi, abjecte. Quand on se plonge dans le détail, je vais essayer de descendre, de la composition de ce chiffre de 211 milliards en commençant par les choses les plus absurdes et Mmh, mmh. contestables et Et les retrancher progressivement vers les vers sujets ce qui sont qui, vraiment oui, des aides aux entreprises. méritent débat. Ouais. Mais donc en commençant par le plus absurde, on a déjà 40 milliards dans ce chiffre, de l'ordre de 40 milliards, de ce qu'on appelle des dépenses fiscales déclassées. Alors les dépenses fiscales déclassées, c'est quoi? En réalité, ce sont des principes fondamentaux de calcul de l'impôt, et en particulier de l'impôt sur les sociétés, Mmh. qui sont inscrits dans la loi fiscale depuis Mathusalem, Mmh. et que Bercy comptabilise comme un manque à gagner. Donc ils appellent ça une dépense fiscale. Ça, c'est un truc qui, moi, me rend Mmh. fou Donc un dans la manque à gagner est comptabilité une dépense publique, c'est fiscale. que quand on a un manque à gagner sur une recette fiscale, on met ça dans la colonne dépenses. Mmh. Voilà. Et donc, en particulier sur 2 points, qui sont ce qu'on appelle le régime de l'intégration fiscale. Mmh. Si tu as un groupe d'entreprises et que tu optes pour le régime de l'intégration, donc imaginons que tu aies 2 sociétés, Mmh. eh bien, si tu as une société qui fait du bénéfice cette année et l'autre société qui fait quelques pertes, Mmh. eh bien, tu peux compenser les 2 Consolidé. pour payer moins d'impôts. Mmh. Bon, ce qui paraît du bon sens quand on est au sein d'un groupe. Mmh. Et tous les pays du monde appliquent ça, partout dans le monde. Je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on comptabilise ça comme une fausse dépense. Mmh. Voilà. Mmh. Donc Et ça, c'est comptabilisé comme une aide. c'est comptabilisé, et ça nous est présenté ensuite par, on va dire, des personnes de mauvaise foi, comme une aide aux entreprises. Ouais. Bon. Ouais. L'autre régime dans cette même catégorie, qui constitue donc 40 milliards, c'est ce qu'on appelle le régime mère-fille. Donc, je reprends l'exemple. Tu as 2 sociétés, l'une qui est filiale à 100% de l'autre. Mmh. Quand tu vas décider de faire remonter un dividende Mmh. à la société du haut, Bercy va considérer que ce dividende, il a déjà été taxé au titre de l'impôt sur les sociétés au niveau de la filiale, Ce qui est le cas. bien sûr. Mmh. Enfin, si ta filiale est en France, en tout cas, c'est le Oui, cas. oui, bien sûr. Et donc, quand tu remontes l'impôt, le dividende à la mère, Mmh. Bercy va quand même te le fiscaliser, Mmh. mais seulement à hauteur de 5% de ce que tu as remonté. Donc, Mmh. tu vas repayer une deuxième fois l'impôt sur les sociétés, mais seulement sur 5% de ce que tu as remonté. Donc, si tu étais à 25% de taux d'impôt sur les sociétés, ça veut dire qu'une fois arrivé en haut, tu vas être à 26, 26 et 26 et des quelques. brouettes. Voilà. Bon, mais ça aussi, enfin, c'est un principe. Alors, je me suis amusé à chercher. C'est un principe qui a été inscrit dans le droit fiscal en France en 1920. Mmh. Donc, c'est pas, on va pas remettre ça en question demain matin, me semble-t-il. Mmh. C'est juste du bon sens économique. Et ça aussi, c'est comptabilisé comme une dépense. Et ça aussi, on nous présente ça comme une dépense, un Incroyable. cadeau aux entreprises. Voilà. Incroyable. Ensuite, toujours assez loin dans l'absurde, on a dans ce chiffre de 211 milliards des aides remboursables. Ouais. Notamment des aides qui sont donc des crédits en fait, qui sont proposés par BPI, la Banque Mmh. publique, Mmh. notamment pour les sociétés innovantes, etc.
Donc qui bénéficient sont des dispositifs qui ont eu leur utilité, hein, qui leur permet de financer, de la recherche, par exemple, Mais avec c'est des un taux. crédit à taux Alors préférentiel ce sont des peut-être, mais taux c'est un préférentiels, certes, mais ça reste remboursable. ouais. Voilà. Mmh. Donc comptabiliser ça comme Est-ce une que le aide aux entreprises. PGE, est-ce que les prêts garantis par l'État, là, pendant la Ah ben période Covid à font partie l'époque, de ça ce serait rentré dans ce chiffre si on avait OK. fait, Mmh. Oui, donc c'est cartographie à remboursable, hein, l'époque. c'est Mais je oui, c'est confirme. absolument remboursable, Ouais. ouais. Alors évidemment, sauf si la société met la clé sous la porte, entre-temps, hein. Il peut Oui, y avoir de bien la sûr. casse, mais bon, voilà. Voilà. Ensuite, alors là, on rentre dans des choses, qui sont on n'est plus dans l'absurde, mais on est dans des choses qui méritent débat. Mmh. On a un gros pavé de, 20 à 25 milliards selon les chiffrages qui sont faits, de régime de TVA allégé. OK. Donc là aussi, on voit bien qu'on est dans de la dépense fiscale, hein. On n'est pas dans de la vraie dépense, on est dans du manque à gagner. Ouais, La TVA, plein régime, c'est 20 comme 20. tu le sais, Mmh. mais il y a un certain nombre de régimes allégés à 10 ou à 5,5. Mmh. Alors si on balaye très vite, hein, ça va être, tout ce qui touche aux travaux, autour du logement, OK. rénovation énergétique ou travaux de rénovation et cetera. Là, on est à combien Hem, sur, ces taux-là? on est à 5,5, 10? on est à 10 de mémoire. 10. OK. Hem, tout ce qui est, restauration, les cafés, restaurants, et cetera, hein, ont un taux de TVA allégé. L'outre-mer, les départements d'outre-mer OK. bénéficient de taux de TVA allégés. Souvent, on l'oublie, Mmh. quand on est en métropole. Et puis tout le domaine du logement social bénéficie aussi de TVA allégée. Est-ce que les biens de première nécessité aussi, ça il y a des taux de TVA Oui, allégés? mais oui, exact, Ça. Mmh. exact. Mais c'est une liste, très courte, hein. Très, très courte, oui, Ouais, oui, oui. très, très courte. Ça pèse beaucoup moins que les régimes que je viens d'évoquer. OK. Heu Bon, donc d'abord, on voit que ces régimes, enfin, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils sont quand même là pour, enfin, il y a une politique publique en Bien face. Il sûr. y a un objectif Mmh. public pour aider certains secteurs ou certains types d'initiatives. Mmh. Donc est-ce qu'on veut remettre ça en question? Bon, peut-être, hein, mais je suis pas Oui, sûr c'est que un ce soit débat, mais l'intention de ceux qui pointent du doigt les 211 milliards. ouais, Je c'est pense ça. qu'ils seraient les premiers à hurler si demain on changeait ça. Et puis ensuite, on pourrait aussi débattre de la question de savoir si c'est une aide aux entreprises ou une aide aux consommateurs. Ouais, sur Parce la que TVA, elle est payée par le l'entreprise, consommateur, oui. techniquement, elle ne fait que collecter la TVA pour le compte de l'État. Ouais, Bon. ouais. Après, quand on fait des études là-dessus, sur les impacts des mouvements de TVA, quand on remonte un taux de TVA ou qu'on la baisse, on se rend compte que l'addition est généralement partagée entre l'entreprise, qui Mmh. souvent, effectivement, Augmente un peu ses marges. augmente ou réduit un peu ses marges, hein, Oui. si on voilà, et le consommateur. Bon, donc le curseur est quelque part entre les 2, mais on ne peut pas non plus dire que c'est, l'intégralité, constitue des aides aux entreprises. Ouais, bien sûr. Voilà, alors quand on enlève ces 3 premiers, gros pavés, Mmh. il reste un chiffre de 108 milliards qui ne sort pas de mon chapeau, hein, qui est, Ouais. listé, Là, c'est pas toi qui as fait le en gras c'est un rapport du souligné en Sénat. gras dans le rapport du Sénat. Ils définissent eux-mêmes, ce qu'ils appellent les aides aux entreprises au sens strict. Ce Mmh. sont les mots précis qu'ils utilisent et c'est ce chiffre de 108 milliards. OK. Alors dans ces 108 milliards, il y a certainement des, des domaines qui méritent discussion. Mmh. Le plus gros domaine, c'est celui des allègements de cotisations sociales, Mmh. principalement sur les bas salaires. Mmh. Qui représente, alors c'est d'une complexité folle, hein, les régimes d'allègement de TVA, il y en a dans tous les sens. Mmh. De cotisation sociale? De cotisations sociales. Mais quand on met tout bout à bout, c'est 75 milliards Ouais, quand même. de C'est manque à gagner, un gros poste. pour, la sécurité sociale. Heu, alors, n'oublions pas quand même, donc tout ça, c'est une création relativement récente, hein, c'est Mmh. Emmanuel Macron qui a mis ça en place à Mmh. partir de 2017. Heu, on peut quand même se dire, me semble-t-il, que ça a joué un rôle dans la réduction du chômage de masse, en particulier pour les jeunes, Mmh. pour les bas salaires, Mmh. en début de carrière. Donc est-ce qu'on veut revenir en arrière là-dessus? À voir. Mmh. Et puis, on peut aussi imaginer que, ne enfin, se passer de ces régimes, d'allègement de charges sociales, ce serait sans doute accélérer encore,
la perte de notre tissu, industriel, Mmh. dont il ne reste déjà pas grand-chose. Mmh. Donc bon, ça Et sur ces charges sociales, est-ce que le fait de devoir alléger les charges sociales, c'est pas parce qu'il y a un problème bien sûr, de cotisations sociales qui sont déjà trop élevées mais bien en sûr, France? et c'est un syndrome, classique du pilotage du mauvais pilotage de l'économie, en France. C'est, moi je le résume de la façon suivante, c'est, si ça bouge, je le taxe, si ça bouge plus, je le subventionne. Ouais. Voilà. Mmh. Donc on met un régime de taxation qui est mortifère, Mmh. en régime général, et ensuite quand on observe que, on a des secteurs entiers qui sont en train de crever la bouche ouverte, qu'est-ce qu'on fait? On construit un allègement spécifique pour, ces secteurs-là ou pour ces typologies Qui de amène une salariés-là, et cetera, et cetera. surcomplexification, Alors qu'il faut voilà. financer aussi. Alors c'est ça, parce qu'à la fin, c'est pas juste un jeu de compensation, c'est pire que ça, parce que ça crée un tissu d'une complexité folle dans Mmh. lequel plus personne ne comprend rien. Mmh. Et ça crée du coup aussi une injustice, en fonction de la taille des entreprises. Parce que évidemment, le groupe du CAC 40, il peut se payer, une équipe de fiscalistes pour, optimiser, le dernier des régimes d'allègement, qui ont été, mis en place, alors que, La la TPE ou la TPE PME du du coin, coin, ouais. va passer à côté du fait qu'il avait droit à un allègement, pour tel salarié, Ouais. dont il a oublié de bénéficier. Bon. Ouais, donc il y a une vraie Donc injustice moi, dans la je serais complexité. assez partisan sur un sujet comme ça, de dire: «Attendez, il faut qu'on reparte d'une page blanche, et reconstruisons quelque chose de beaucoup plus simple, Mmh. qui fasse qu'on ait un régime général de charges sociales qui nous positionne au niveau international à un niveau qui n'est pas mortifère pour l'économie». Mmh. Voilà. Mmh. Donc ça, ce sont les 75 milliards d'allègements, sur les 108, hein, donc là, il reste plus grand-chose. Et dans ce qui reste, il nous reste alors encore quelques dépenses fiscales qui méritent discussion. Mmh. Donc il y a notamment, 7 milliards sur le crédit impôt recherche, OK. qui sont débattus en ce moment à l'Assemblée nationale. Je crois que, j'entends peu de voix pour dire qu'il faut supprimer le crédit d'impôt recherche. En revanche, il y a beaucoup de voix pour dire qu'il faut le conditionner. Mmh. Et notamment, qu'il faut mettre des critères de remboursement, des aides qui ont été touchées, quand il y a des plans sociaux, dans les années Mmh. qui suivent, Mmh. Mmh. et cetera, et cetera. Ce qui peut s'entendre, ouais. Ce qui s'entend tout à fait, moi Mmh. ça me pose aucune difficulté. On a ensuite, 6 000 sur, ce qu'on appelle la taxe au tonnage. Mmh Ça, mh. c'est un régime spécifique pour, les armateurs maritimes en France. Alors, il nous en reste, plus beaucoup, hein. Le Mmh. le dernier gros armateur, c'est CMA-CGM. Mmh. Et en fait, comme partout dans le monde où il y a encore, une activité, d'armateur, ces entreprises-là ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés qu'on connaît, À dans tous les autres 25%, secteurs. Elles ont à la place une taxe sur le tonnage de bateaux, OK. qu'elles ont domiciliés Qui est en plus France. avantageuse que l'IS, j'imagine? Qui, au final, est beaucoup plus avantageuse que l'IS. Donc ça laisse quand même un manque à gagner de pas loin de 6 milliards dans les comptes, OK. de Bercy. Donc c'est pas rien. Mmh. Mais la difficulté, évidemment, c'est que si demain matin on disait, on rayait ça d'un trait de plume en disant: «Allez, on revient à l'IS à 25%», bon, bah, le lendemain, CMA-CGM et quelques autres, armateurs, vont se redomicilier, Ailleurs. en Italie, en Espagne, Parce que enfin cette voilà. taxe au tonnage, Ah j'imagine, beh, c'est partout dans tous les pays elle du est monde. alignée dans tous les pays du monde qui ont encore des armateurs. Mmh. Donc voilà. OK. Donc malheureusement, c'est pas une vraie, poche. On a ensuite 5 milliards d'allègements divers et variés sur, les carburants pour, diverses, activités, professionnelles, Mmh. donc l'agriculture, le transport beaucoup, Mmh. voilà. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire Mais là qu'on on aussi allège on exactement, allège les bah, carburants pour c'est le certains même secteurs, mais syndrome. parce qu'il y a Ah beaucoup, voilà, beaucoup de taxes sur le prix du litre, d'essence, en fait, en France. c'est le même syndrome que tout à l'heure. Si ça bouge, je le taxe, si ça bouge plus, je le subventionne. Mmh. Et puis on a, allez, 1,5 milliard, sur le mécénat d'entreprise, hein, quand une entreprise, fait des donations, pour des œuvres. Voilà, et quand on a enlevé tout ça, il nous reste 7 milliards on va dire, de vraies subventions sectorielles,
Alors là aussi, il y a une complexité folle parce que les différents échelons, administratifs, chacun y va de sa petite subvention locale, donc on n'y comprend à peu près rien. Une dernière chose là-dessus quand même pour souligner que tous les chiffres qu'on vient de descendre, concernent les entreprises, prises dans une définition extrêmement large. C'est-à-dire que Mmh. là-dedans, il y a aussi des entreprises publiques, voilà, la SNCF, SNCF, La Poste, enfin voilà, toutes les grandes qui entreprises bénéficient de tous ces publiques dispositifs mentionnés. bénéficient aussi des allègements de charges dont on a parlé, hein. Et au-delà de ces entreprises, tout le monde des sociétés d'économie mixte, tout le monde des acteurs du logement social, tout voilà, c'est vraiment une définition très large du mot entreprise, ça n'est pas que la sphère, strictement privée. Voilà. Ce qu'on peut dire d'autre aussi là-dessus, si on se tourne vers l'Union européenne pour essayer de voir où on se situe par rapport à d'autres, Ouais. alors l'Union européenne a sa propre définition de ce qu'est une aide aux entreprises. Donc, on n'arrive pas à recouper les chiffres, hein. Mmh. Elle a une définition plus restrictive, mais qui a au moins le mérite d'être, du coup, sur un périmètre qui permet de se comparer Aux aux autres autres. pays. Mmh. Et donc, l'Union européenne identifie en France l'équivalent de 0,94 points de PIB d'aide aux entreprises. Donc ça nous positionne au 5e rang des pays de l'Union européenne, donc au-dessus de la moyenne, mais Mmh. pas non plus, au sommet On n'est pas premier cette comme on fois-ci, peut l'être dans d'autres sur les domaines, autres voilà. classements. Et par ailleurs, quand on regarde ce chiffre, sur le temps long, on voit qu'il est quand même en augmentation assez régulière depuis l'an 2000. OK. Donc voilà, étant maintenant à la 5e place, voilà, Oui, je serais ça reste d'avis un de sujet. dire: il faut peut-être qu'on commence effectivement à lever le pied sur ces systèmes Mmh. d'aide et certainement chercher à les simplifier, Mmh. voilà. Non, mais Mais ça ça n'est reste pas un non plus la martingale qu'on essaye de nous vendre en faisant croire que c'est comme ça qu'on va éponger 170 milliards de déficit. mmh. Aucune chance. Donc ces 211 milliards, on les a bien débunkés. Bon, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas en tapant là-dedans, parce que c'est beaucoup de manque à gagner en plus sur les montants que tu nous as communiqués. Donc ça veut dire que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir réduire le déficit, dès l'année prochaine, dans les prochaines années. Donc il y a un véritable sujet de dépenses. Donc ce sujet Yes. des dépenses, comment on peut faire en France, même si c'est pas aujourd'hui sur le débat public, quel est ton avis là-dessus? Comment est-ce qu'on peut faire pour baisser les dépenses publiques? Ouais, il y a quelques très grosses armoires avec des squelettes, bien cachés à l'intérieur que Qu'il va falloir ouvrir. qu'il va falloir ouvrir à un moment donné si on veut rentrer dans le rang, on va dire. Mmh. Mais ce sont, enfin, ce ne sont que des armoires bien tabous, hein. Mmh. Mais c'est pas grave, je vais mettre les pieds dans le plat. Donc il y a, bon, le sujet qui a déjà été défloré, dans ton dernier épisode, par Jean-Pascal Beaufret, qui est celui des retraites. Ouais. Mais on peut pas l'écarter puisque, le sujet des retraites, les déficits, cachés, par des artifices comptables, sur les régimes de retraite, explique 50%, du déficit de je crois que le dernier état des lieux, c'était en 2023, Mmh. et globalement 50% de la formation de la dette publique depuis l'an 2000. Ouais, donc c'est énorme. Donc à un C'est moment c'est donné, on considérable. est bien obligé de faire quelque chose dessus, Mmh. contrairement à ce qui a été voté par nos députés, hier, enfin au moment où on enregistre, c'était hier, Ouais. qui est le gel Réforme de des la retraites. réformette des retraites de 2023. Donc là, ça n'est pas gagné, on va Mmh. dire, hein. Heu, Ensuite, une autre armoire que j'ai envie d'ouvrir, c'est la grande armoire de la transition climatique et je vais rattacher à ça aussi, on va dire la politique énergétique française et les erreurs de pilotage de la politique énergétique française. Mmh. Donc la transition climatique, dans le budget de l'État, quand on met tout bout à bout, l'an dernier, enfin, oui, l'an dernier, non, pardon, c'est ça, l'an dernier, en Mmh. 2024, pardon, c'était 42 milliards de dépenses publiques. Mmh. Et c'est un chiffre qui progresse de 20% par an. Mmh. Et ça consiste en quoi là, ces dépenses-là? Alors, bon, là encore, hein, il y a une Ouais. foule de choses. Il y a sur le seul sujet de ce qu'on appelle les aides à la décarbonation de l'économie, Mmh.
On a 340 dispositifs qui coexistent, évidemment mis en œuvre par différents échelons, parce qu'en France, c'est la Plein beauté du d'agences. système, c'est que tout le monde s'occupe de tout. Donc entre MaPrimeRénov', l'ADEME, la Banque publique d'investissement, les chambres de commerce et d'industrie, et puis évidemment les échelons territoriaux, départements, communes, etc. 340 dispositifs. Je ne dis pas que tout est acheté là-dedans, hein. Il y a des choses qui sont très utiles, et de toute façon, enfin, je ne conteste pas l'objectif, hein, de se mettre sur une trajectoire climatique saine. Mon propos n'est pas là. Ce qui me choque quand même quand on s'intéresse au sujet, c'est que beaucoup de ces dispositifs ne tiennent strictement aucun compte d'un énorme avantage qu'on a en France pour se mettre sur une bonne trajectoire climatique, qui est la décarbonation déjà existante de l'électricité française, qui est décarbonée à 93% grâce à notre parc historique nucléaire. Bon. Donc, qui est une situation très différente de nos voisins européens, de plein de voisins, notamment. Donc, si bien qu'on arrive, par exemple, je vais prendre un dispositif que tout le monde connaît, le dispositif MaPrimeRénov', qui encourage les particuliers à s'engager dans la rénovation thermique et énergétique du parc immobilier de leur logement. On utilise de l'argent public pour inciter, par exemple, la rénovation de petits studios de centre-ville, sur des petites surfaces, qui sont au tout électrique. Donc, en réalité, dont l'empreinte carbone est déjà à peu près nulle. Du fait des sources d'approvisionnement d'électricité en France, grâce et du à nucléaire, notre électricité, ce qui est une très bonne chose, je m'en félicite. Mais alors, pourquoi utiliser de l'argent public pour que pour que n'importe qui puisse changer ses fenêtres aux frais de Bercy, changer son isolation, etc. etc. Je ne comprends pas le lien qu'on arrive à faire finalement entre la façon dont on si l'objectif dépense affiché est l'argent un objectif de et décarbonation, décarbonation. C'est vrai que ça a peu de sens. Voilà. Je mets aussi donc dans ce sujet les erreurs de pilotage de la politique énergétique française. On a quand même le droit de temps en temps de ne pas faire d'énormes erreurs de pilotage. Donc là, je veux revenir en disant ça sur ce qu'on appelle la loi NOM, qui est une loi de 2010 qui a ouvert le marché de l'électricité, qui a contraint, c'est le système de l'ARENH, hein, pour ceux qui connaissent. Donc on a contraint EDF à revendre à des faux énergéticiens qui sont en fait juste des usines à produire des factures. Distribue uniquement l'électricité, voilà, en fait. Qui distribue, mais même distribuer ne veut rien dire. Là encore. On ouvre un contrat et on est... Voilà, c'est juste du marketing et de la production de factures. Donc, EDF est contrainte de revendre environ 30% de sa production nucléaire historique à prix coûtant, alors que ça a été payé par des investissements avec de l'argent public pendant 50 ans, hein, pour avoir ce parc nucléaire. On revend ça à prix coûtant pour constituer des rentes privées. Et alors, le coup de génie, c'est derrière, on impose en plus à EDF une modification de la façon dont le tarif régulé auquel tu achètes ton Donc ça, pour le électricité particulier, auprès lui, il d'EDF. le vend quand même à prix coûtant, EDF. Pour le particulier, mais aussi pour les entreprises. On change le mode de calcul de ce tarif régulé pour l'indexer sur le coût marginal de production de la dernière électricité produite en Europe. Ce qui, du coup, là, pour le coup, ça veut dire qu'on s'indexe, en gros, sur le prix du gaz. Voilà. Moyennant quoi, quelques années après avoir eu cette intuition géniale, on arrive en 2022, on a explosion du prix du gaz à cause de l'inflation, de l'Ukraine, etc. Et pour que les particuliers et les entreprises n'aient pas à subir l'explosion de leur facture d'électricité, qu'est-ce qu'on invente ? Un bouclier tarifaire sur les deniers publics pour venir compenser les dégâts de l'énorme erreur de pilotage qui a été faite
Mmh. mais qui n'a pas été perdu pour tout le monde, hein, qui a alimenté des rentes privées, Oui, oui, évidemment. parce que ceux qui s'enrichissent sont les Donc en 3 ans, distributeurs dans tout ça. évidemment, Mmh. les faux distributeurs. Donc en 3 ans, 2022, 2023, 2024, le coût pour la puissance publique de cette erreur de pilotage, c'est 72 milliards d'euros en 3 ans, auxquels on peut ajouter les 10 milliards d'euros qu'il a fallu mettre sur la table pour sortir les actionnaires minoritaires d'EDF, parce qu'on pouvait quand même pas, après avoir mis EDF dans une telle situation, faire supporter ça à des actionnaires Petit privés. porteur. Voilà. Donc 82 milliards en 3 ans. Pas mal. Non, mais c'est un non-sens. C'est un non-sens absolu de dire qu'en fait, on impose à une des sociétés qui produit un coût de vente qui est, du coup, son coût de revient et qu'au final, il y a un prix d'électricité qui va être indexé sur le prix du gaz imputé par le consommateur, qui vient enrichir, en fait, tous ces faux distributeurs, comme tu les appelles et pour pallier à ça, encore plus, d'amener de l'argent public pour baisser la note Et des et particuliers alors, et des entreprises. ça, c'est le coût visible, et ensuite tu peux ajouter le coût caché en termes de compétitivité pour l'économie, Mmh. hein, parce que le prix de l'électricité, c'est une composante, mais déterminante de la compétitivité Oui, de on dit souvent l'économie que dans le sa PIB, globalité. c'est de l'énergie fois du travail. Donc, Absolument, c'est c'est de l'énergie transformée. Et là, j'ai 2 chiffres. En 2010, donc au moment où on décide d'ouvrir le marché de l'électricité, le coût de l'électricité, donc qui était à l'époque régulé, Mmh. pour le consommateur Mmh. en France, était le même qu'aux États-Unis. Et il était très compétitif dans le Mmh. monde. Mmh. Aujourd'hui, même après la fin du pic d'inflation du gaz, et même en mettant de côté les histoires de bouclier, etc., donc même revenu aujourd'hui en 2025, le coût de l'électricité française, il est le double de l'électricité américaine. Voilà. Et du coup, ça impacte Bien sûr, plein de secteurs, hein. Ça bien sûr. impacte ton boulanger quand tu vas acheter le pain, hein, qui a des factures d'électricité monstrueuses. Comme ça L'implantation de data impacte center, il y a exactement, mais j'allais y des venir. Comme ça investissements. impacte les startups qui veulent faire de l'intelligence artificielle ou construire Mmh. des data centers, parce qu'évidemment, ça va être compliqué de faire tourner des data centers en France avec un coût d'électricité pareil. Mmh. Voilà. Et tout ça, c'est un gâchis total parce que l'infrastructure, on l'a même encore. On l'a encore. Mmh. C'était notre parc nucléaire, ça l'est toujours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Parce à entendre tout ça, on a l'impression que, l'État s'occupe un petit peu de tout, Allez, mais l'armoire suivante, la santé. la santé, Parce que c'est une armoire que personne n'ose jamais ouvrir, parce qu'évidemment, quand on interroge les Français, voilà, 99% des Français qu'on interroge ont envie d'avoir un système de santé solide. On est fiers d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde, ou en tout cas qu'il a longtemps été, parce que ça Mmh. commence à changer. Mmh. Donc on a tendance à tout de suite refermer l'armoire. En fait, non, pas du tout. Ça mérite vraiment de regarder Mmh. comment se forment les 20 milliards de déficit de la sécurité sociale. Mmh. Quelques sujets qui, moi, me fâchent. L'optique, les lunettes. Ouais. Le prix moyen, pas le coût, le prix moyen de lunettes verre simple en France, c'est environ 300 €. Mmh. Verre progressif, environ 500 €. Pour une paire de lunettes. Pour une paire de lunettes avec la monture. Le coût de revient de ça, ça vient systématiquement de Chine, hein, tout Mmh. ça, hein, même même sur les meilleures marques. Le coût revient entre 10 et 20 € de fabrication. Alors, je veux bien concevoir que derrière, il y a aussi un peu de marketing, un peu de distribution, Ouais. etc., un peu de conseil. Ça fait des belles marges. Euh, ça fait quand même des belles marges. Ça fait des belles marges. Mais vous avez même des lunetiers, en fait, qui ajustent le devis qu'ils vous font après avoir pris votre carte vitale sur le niveau de couverture que vous avez, Mmh. en fonction est-ce que vous avez une mutuelle Donc qui le couvre prix bien ou des pas. lunettes n'est pas fixe, il est variable en Donc en fonction fait, de ce qu'on de peut toute être façon, remboursé. quelle que soit la masse d'argent public qu'on sera prêt à y mettre, on a en face des professionnels qui feront en sorte de tout absorber. Mmh. Voilà. C'est quand même, cette plaisanterie, c'est quand même 8 milliards de remboursement dans les comptes de la sécurité sociale, hein. Le petit sujet des lunettes. Dans C'est pas un petit le sujet. même genre, on a les transports médicaux. Le remboursement à 100% des transports médicalisés, si tu ne peux pas te rendre par tes propres moyens à ton rendez-vous à l'hôpital. Mmh. 6 milliards 3, sans poser la moindre question, sans faire le moindre contrôle. 6 milliards 3 par an. Ramené au nombre de Français, ça fait quand même quasiment 100 € par Français et par an. Et par an.
Je sais pas toi, moi j'ai jamais pris un transport Non, médicalisé de ma heureusement vie. pour l'instant, Alors non. j'imagine qu'on en prend un peu plus quand on est, à un âge avancé, Ouais, mais 100 € que 100 € par an qu'à et par nos âges, Français, ça mais commence à faire bon, beaucoup, ouais. ça me paraît quand même beaucoup 100 € par Français et on commence à voir quelques procès, parce que, comme, on a quand même fini malgré tout, en voyant la facture augmenter d'année en année, par faire quelques contrôles et on s'aperçoit qu'il y a de véritables trafics qui se sont mis en place avec des fausses factures, hein, des OK. sociétés de taxi qui font de la fausse facture à longueur de journée. Mmh. Il y a un procès assez retentissant en ce moment, sur le sujet. Heu, un autre, un autre, sujet, un autre exemple qui peut faire, tomber de sa chaise, ce qu'on appelle la protection universelle maladie, la PUMA. Mmh. La PUMA, c'est un régime, qui est mis en place pour les étrangers, qui ont droit de séjour, En France? un permis de séjour, en France, permis de séjour de longue durée, hein, donc Mmh. pas juste le touriste de passage, hein. Mmh. Heu à qui on confère, au premier jour, les mêmes avantages que, n'importe quel Français qui a sa carte, vitale. Mmh. Hem, alors ce qui est extraordinaire, il y a eu Le Monde a publié une enquête, il y a une dizaine de jours là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit que ça n'est pas seulement, les pays du pourtour méditerranéen, on va dire, à proximité directe, qui bénéficient de ça, mais aussi des pays comme les États-Unis. Et D'accord. la France est en train de devenir une des destinations les plus prisées pour les retraités américains. Il y a même des agences spécialisées qui se sont montées pour, organiser ça. Donc ça va être un public plutôt modeste, qui est à la retraite, qui a du mal, avec leur retraite, américaine, À se soigner les là-bas frais de santé là-bas qui sont très élevés, à se soigner là-bas et du coup, ils viennent s'installer en France. pour bénéficier du Ils système n'ont de santé. jamais cotisé en France évidemment. Ils arrivent et au premier jour, voilà, ils ont l'équivalent d'une carte vitale et ils ont les mêmes remboursements que toi ou moi. Et alors le pompon, dans cette affaire, c'est que si on croise ça avec le, mmh, le traité fiscal, franco-américain, on s'aperçoit que la France, en plus, consent à ne pas taxer leur retraite. Mmh. Donc ils ne sont même pas imposés sur leur retraite qui vient des États-Unis. En France, ils s'installent, ils ont donc des revenus défiscalisés et on prend en charge tous leurs frais de santé. La France Donc peut être cette un petite plaisanterie, c'est 5 milliards par an. 5 000 000 par an. Voilà. La France peut être un paradis pour certains et un enfer pour d'autres, j'ai l'impression. Et alors, je ne refermerai pas cette armoire sans avoir cité très rapidement aussi l'épidémie d'arrêt maladie, en France. Depuis C'est souvent un 2019, sujet pour les entrepreneurs ou les dirigeants, effectivement, oui, les plus RH. plus 4 par an depuis 2019, voilà. C'est quand même Ça paraît quand même contre-intuitif alors qu'on a développé le télétravail, donc on aurait pu penser au contraire que les salariés seraient, mieux, Mmh. dans leur basket, Ouais. qu'avant. Covid est derrière nous, machin, donc ça n'est pas non plus ça qui explique. Bon, voilà, donc il y a une mystérieuse épidémie de congés maladie, en particulier de congés maladie longue durée. Hem, le coût est chiffré à 11 milliards par an pour la sécurité sociale, hein, la prise en charge des arrêts maladie. Moi, je peux dire en tant qu'ancien, dirigeant d'entreprise, que, il n'y a, jamais de contrôle, virtuellement jamais de contrôle, des caisses d'assurance maladie, Sur ces là-dessus. congés maladie qui Voilà. pourraient être jugés J'ai abusifs, même connu, et je crois que tout dirigeant, tout cadre, de grande entreprise a connu ça, des salariés qui vont jusqu'à, faire du chantage au congé maladie, quoi, hein. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu, la promotion ou le bonus, qu'ils espéraient et qui, expliquent que si on ne cède pas au chantage, ils se mettent en arrêt en maladie arrêt. et ensuite, voilà, qui prennent un mois d'arrêt maladie, ils vont OK. expliquer qu'ils sont en burn-out, et cetera et puis ils reviennent tous les mois avec un nouvel arrêt de travail, et cetera. C'est devenu un commerce. Je dis pas, je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même panier. Bien Évidemment sûr, que la grande majorité des gens qui sont en congé mais il y a maladie, des c'est pour abus, c'est aussi des bien de le raisons dire et légitimes. que Mais oui. voilà. Heu, voilà et une fois qu'on a dit tout ça, on a en plus, la deuxième consommation de médicaments au monde,
par habitant en France, juste derrière l'Allemagne qui est passée première. Mais on garde quand même la première place sur les anxiolytiques. Donc on a construit un monde extraordinaire, c'est-à-dire on est, les Français sont la population la mieux protégée au monde en termes de prestations sociales, et pourtant on Les a plus anxieux. visiblement, aussi la population la plus anxieuse. Peut-être Voilà, le mal français, comme ça qu'on peut le voilà, résumer. voilà. Ce qui nous amène, à l'armoire suivante, Ouais. qui est, alors elle est plus petite, mais qui est, le sujet travail. Ça Mmh. fait la transition avec le sujet Mmh. travail sur lequel il y a quelque chose à dire, aussi. Et là, je voudrais pointer 2 choses. La première, c'est, le sujet des ruptures conventionnelles, parce que là aussi, on a une épidémie de ruptures conventionnelles. Mmh. 515 000 ruptures conventionnelles l'an dernier. Mmh. Depuis que ce dispositif existe, je crois qu'il a été mis en place en 2010 de mémoire, on s'aperçoit que les vrais contentieux, c'est-à-dire les contentieux qui vont jusqu'au prud'homme, n'ont pas baissé, en fait. Donc OK. ça n'est pas venu, remplacer des Mmh. dossiers qui, sinon, auraient terminé, au prud'homme. Par contre, ce qui a beaucoup baissé, ce sont les simples démissions, qui ont Mmh. baissé en gros de 20 OK. Et là aussi, je crois que, tout, dirigeant d'entreprise a vécu, le chantage, à la comment dire? À la rupture conventionnelle, à la première Ouais, contrariété, venue, voilà. Y compris des gens qui savent exactement ce qu'ils vont faire derrière, hein, bien sûr. Mmh. qui ont un projet personnel, Mmh. voilà, Mmh. mais qui veulent quand même bénéficier, des indemnités chômage parce que c'est ça qui se cache derrière, hein, c'est Mmh. ça l'enjeu. Et ça, en termes de budget, là, ça correspond à combien, Alors ça? c'est chiffré par l'Unédic à 9,4 milliards par an, le coût des indemnités chômage, Suite à rupture suite à conventionnelle. rupture conventionnelle, heu, voilà, qui permet, de voilà, toucher, des allocations, pendant qu'on fait un break dans sa carrière ou qu'on Mmh. s'installe, comme indépendant pour essayer de créer une entreprise et cetera. Heu, voilà, et l'autre sujet travail, c'est, heu, le compte personnel de formation Mmh. qui CPF. le CPF, le fameux CPF qui coûte 2,5 milliards d'argent public. Ouais. Hem, la formation la plus, de loin, hein, la formation la plus populaire dans le catalogue, CPF, c'est, le permis de conduire. Moi, j'ai vu un nombre incalculable de jeunes, des fonctions, personnelles de bureau, hein, Mmh. en Mmh. banque ou en service financier, qui utilisaient leur CPF pour, passer le permis de conduire. Bon, OK, donc on heu, subventionne le intérêt permis de pour conduire. l'employeur, 0, mais bon, voilà, on utilise quand même de l'argent public pour ça. Alors derrière, on a aussi beaucoup, les langues, et puis après, bon, il y a des anecdotes qui peuvent être assez rigolotes. Moi, j'avais eu un comptable, qui avait utilisé son CPF pour, se payer une formation au pilotage de drone. Pour Voilà, prendre de la hauteur sur les comptes. voilà. OK, est-ce qu'il y a d'autres armoires ou est-ce que tu continues à nous plomber le moral? Ou est-ce Alors, quoi? il y en a une autre, mais là, je vais juste donner le chiffre, parce qu'on n'aura pas le temps de l'ouvrir. C'est le sujet des associations, parce Ouais. que visiblement, on n'a pas suffisamment d'agents publics en France pour faire tout le travail que l'État aurait envie de faire. Donc ils considèrent qu'il y a aussi, des associations qui participent à l'œuvre publique, Mmh. qu'il faut subventionner avec des fonds publics, plutôt que les laisser se reposer sur la générosité, des particuliers et des entreprises. C'est tout de même 22 milliards par an, hein, d'argent public, et là encore, avec le même syndrome qu'on a déjà évoqué de, tout le monde s'occupe de tout, quoi. Donc il y en a à tous les échelons et personne n'a de visibilité globale Mais est-ce sur, que c'est pas ça? Parce qu'à t'entendre, est-ce que c'est pas ça le principal problème de la France? C'est une espèce d'interventionnisme un petit peu alors partout, dans toutes alors les voilà, strates, sur tous alors les sujets, absolument, absolument, qui les déroute c'est ça. finalement de leur, on va dire, de C'est leurs absolument tâches ça. régaliennes C'est où on les exactement attend. ça. Donc en fait, au-delà des armoires, thématiques que nous avons ouvertes, il y a un problème récurrent qui n'est jamais traité en France, qui est celui du périmètre d'intervention de l'État. L'État veut se mêler de tout, au détriment, comme tu le dis, de l'essentiel. Mmh. Hem Et l'État atteint maintenant
un stade de désorganisation qui est absolument, absolument effrayant. Alors, j'ai quelques exemples, quelques illustrations de ce mal. Heu, quand on voit arriver, une grosse vague de chaleur en France, que c'était le cas, l'été dernier, hem, il faut évidemment que l'État fasse quelque chose. L'État peut pas rester les bras croisés. Visiblement, l'État est aussi responsable de la météorologie en France. Donc on nous fait quoi? On nous fait, un numéro vert anti-canicule. Mmh. Hein, donc on paye des agents publics ou une société à qui on a sous-traité ça, j'imagine, peu importe. Mais en tout cas, on utilise de l'argent public pour être capable de décrocher au téléphone et expliquer à quelqu'un, qui a chaud, tout seul dans son studio, que, il faut pas oublier de boire, qu'il faut fermer les volets et que s'il a une clim, il faut la mettre en route. Mmh. Heu, voilà. Bon. On vit aussi dans le pays, qui subventionne, la réparation, de vêtements. Oui. C'est le dispositif Free Fashion. Donc là aussi, ils nous ont mis une petite taxe, qu'on paye tous sur les vêtements neufs, qu'on OK. achète et qui est réutilisée, mais du coup, c'est de l'argent public, hein, Mmh. dans ma définition, qui est réutilisé pour subventionner, les petits actes de réparation, des professionnels de la réparation de vêtements. Alors avec un catalogue d'items long comme le bras, Mmh. on descend quand même jusqu'à 6 € de subvention pour la réparation de braguettes. OK. Voilà, faut le savoir, c'est important. OK. Mais évidemment, pour toucher cette subvention, le professionnel en question, doit faire une demande d'agrément. Il doit être agréé en bonne et due forme par Bercy, hein. OK. C'est pas Donc pour qui remplir veut. un dossier long comme le Et bras. ensuite, à chaque, subvention qu'il voudra toucher, il y a un dossier en ligne à monter avec, photo reportage. Faut prendre des photos de la braguette réparée et cetera et cetera. Magnifique. Voilà, et évidemment, les 6 € de subvention sont répercutés, enfin sont là, pour le coup, je pense que le consommateur, à la fin, n'en voit pas la La couleur couleur. parce qu'on Il a payé le on a vrai, il a tellement payé pourri le le professionnel pour qu'il puisse toucher la subvention qu'il la garde pour lui à la fin. mmh. En fait, c'est le travail qu'il faut pour toucher la subvention, c'est la rémunération, en fait. Voilà. J'ai aussi une magnifique, illustration, au niveau du sujet agriculture de, l'État français dans ce qu'il a de pire, dans sa capacité, à force de mettre, de plus en plus de monde, sur des sujets qu'il ne mérite pas, à produire de la complexité inutile. Hein, j'avais un dicton quand j'ai longtemps été directeur financier, de banque. Donc un de mes métiers, c'était, la chasse à la gabegie, hein, donc Mmh. j'ai une certaine intuition, quand je sens de la gabegie et j'avais un dicton qui était que la complexité inutile, quand on l'observe, en Mmh. entreprise, ça existe, autant que dans le domaine public, c'est toujours la marque infaillible d'une surabondance de ressources. Mmh. Voilà, et donc on en a un exemple, Mmh. merveilleux au ministère de l'Agriculture. Mmh. En 24 ans, là je vais comparer l'année 2000 avec l'année 2024. En 24 ans, les agents publics du ministère de l'Agriculture sont passés de 18 000 à 36 000. C'est bien, c'est rond, ça fait x2. OK. Les agriculteurs, donc pas le nombre d'exploitations, hein, mais le nombre de personnes actives qui vivent d'un Mmh. revenu principal tiré de l'agriculture et de la pêche, Mmh. sont passés de 1,3 million à 760 000. Donc eux, ça a été quasiment divisé Divisé par par 2. 2. Donc on est passé d'un ratio de 1 fonctionnaire pour 72 agriculteurs à 1 pour 21. Voilà. Et alors, le plus terrible dans tout ça, et je pense que les agriculteurs qui nous écoutent, le ressentent au quotidien, c'est que dans le même temps, le corpus de règles, qui, régissent, la vie professionnelle de ce secteur, donc ce qu'on appelle le code rural et de la pêche, Mmh. il est passé de 755 pages en l'an 2000, ce qui paraissait quand même déjà assez costaud, Conséquent, ouais. puisque nul n'est censé ignorer la loi, à 3 600 pages, l'an dernier. OK. Voilà. Un Hem, bel exemple de complexité voilà. et Et en réalité, je crois que ce qui s'est passé en France, c'est, une fausse, hem, une fausse décentralisation ou une décentralisation ratée. mmh. C'est-à-dire qu'au fil des années, on a créé de plus en plus d'échelons,
administratif, sans jamais faire le travail de rationaliser les échelons, préexistants. Mmh. Si bien qu'après, 50 ans de ce régime, on a un millefeuille dans lequel plus personne ne comprend rien. Tout le monde est légitime à s'occuper de tout. Donc ça paralyse en plus l'action publique, ça paralyse les circuits de décision, hein. Hem et le plus terrible, c'est qu'évidemment, quand un sujet, à la fin, dérape et qu'on cherche, vers qui on peut se tourner, qui est responsable du désastre, Mmh. bah, évidemment, comme tout le monde, s'occupe de tout, personne n'est responsable de rien. Ouais, c'est Voilà. un peu le mal, Voilà, ouais. voilà, voilà où on en est. Donc je pense qu'on ne sortira pas de cette situation sans qu'à un moment donné, un homme ou une femme providentielle que je n'ai pas encore identifié Qu'on ne voit malheureusement, pas émerger dans le heu, paysage, politique nous aujourd'hui, hein. propose un modèle radicalement différent d'organisation de l'État, Mmh. que C'est vraiment de que la réforme celui en qu'on a laissé se profondeur là qu'il faut construire. opérer. Ouais. Mais il y a un exemple qui peut donner du baume au cœur, parce qu'on peut se dire: «Mais on n'y arrivera jamais, ce sera au-dessus de nos forces et surtout du courage politique, Mmh. de notre personnel politique». Moi, il y a un exemple qui me donne quand même, espoir, Mmh. c'est l'exemple de la Suède. La Suède, en 1995, était dans une situation en termes de finances publiques qui était encore plus dégradée que la France aujourd'hui, OK. en termes de dette sur, PIB. Et ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes avec un vrai travail, démocratique de reconstruction du pacte social, on va dire, avec Ouais. les citoyens, suédois. Et en l'espace de 4 ans, 95-99, ils ont réussi à faire reculer la dépense publique de 17 points de PIB, ce qui OK. paraît absolument colossal, En 4 ans. ce qui serait largement suffisant en France, Ouais. pour complètement éponger le déficit. Mmh. Hein, donc on n'a même pas besoin de faire Faire autant. autant. Mmh. Et ils l'ont fait sans drame social, sans révolution, sans, coup d'État ou je ne sais quoi. Par des référendums, par, comment ils ont opéré ça? Oui, enfin avec effectivement un vrai travail de consultation et d'activation de la démocratie locale, Mmh. en progressivement en faisant converger, la société, suédoise sur, heu, la question de savoir ce qu'ils attendaient vraiment de l'État. Les choses essentielles qu'ils attendaient de leur État et sur lesquelles ils exigeaient de la performance de Mmh. l'État, et les choses plus accessoires, sur lesquelles, ils acceptaient que ça relève du domaine du privé ou de la liberté individuelle. Voilà. Et donc ils ont, redessiné les contours d'intervention de l'État d'une façon, assez radicale, mais qui leur a permis voilà, de restaurer la compétitivité de l'économie parce que c'est ça Ça qui est me rassure. derrière. Je te propose de rester sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. On te retrouve sur LinkedIn où tu publies régulièrement, en ce moment, sur le débat à l'Assemblée, mais plus globalement sur les actualités économiques et financières. Tu as aussi ta newsletter, moneysmart.fr, on mettra tous les liens en commentaire. Un grand merci d'avoir répondu présent, c'était un vrai plaisir de t'accueillir. Merci Guillaume.